Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit top de jeux de société sortis en 2023, sortis sur le premier semestre, sur la première moitié de l'année. Des jeux qui sont jouables en solo parce que la chaîne est essentiellement consacrée au solo pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et pour la petite anecdote, j'avais sélectionné 25 jeux parmi ceux auxquels j'ai pu jouer cette année qui m'avaient plutôt bien plu et j'ai fait un petit championnat, un peu comme la Ligue 1, non pas du foot, mais du jeu de société et je me suis amusé à faire affronter chacun de ces jeux pour après avoir des points, un scoring et donc un classement du 25e au premier. Et nous, on va parler uniquement des 10 premiers. Alors je vous dirai pas les scores, mais globalement, ce sont des jeux qui des fois m'ont un peu surpris au niveau du positionnement parce que quand j'ai fait ces combats, quand j'ai fait ces matchs, je me suis dit lequel de ces deux jeux j'ai plus envie d'y rejouer, que j'en ai fait 5 ou que j'en ai fait 20 dans le passé, lequel des deux aujourd'hui j'aurais envie de mettre sur la table si je devais aller jouer. Donc ça a donné des résultats des fois un petit peu surprenants, des jeux finalement des fois que je pensais moins haut dans le classement qui sont hissés pas loin ou dans le top 10. Bref, on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire, vous, votre top 10 des jeux sortis en 2023. Et celui qui est en 10e position, et c'est justement celui-ci où je me suis dit, où j'ai été étonné du résultat, c'est Legacy of You, édité par Pixie Games, un jeu de Sean Phillips et illustré, il me semble, par son frère. Pourquoi je suis étonné? Parce que pour ceux qui me connaissent, dans la dernière vidéo Ezogma à quoi tu joues, j'ai dit que je n'avais absolument plus envie de retourner sur ce jeu, qu'il m'avait même un petit peu saoulé vers la fin. Legacy of You, c'est un jeu uniquement jouable en solo. C'est un jeu dans la lignée de ce que fait Sean Phillips, c'est-à-dire un jeu avec des placements d'ouvriers. Et la petite particularité de ce jeu, c'est que vous allez être le chef d'un village qui va essayer de résister face à l'inondation, c'est-à-dire qu'on va créer un barrage petit à petit avant que l'inondation, avant que la mer inonde notre village, et on va essayer aussi de résister aux barbares, aux envahisseurs. Et en fait, c'est un jeu en campagne. Vous avez terminé la campagne quand vous avez perdu 7 fois ou que vous gagnez 7 fois. Par contre, à chaque victoire, vous allez piocher un malus qui va rendre le jeu un peu plus difficile. Alors plus qu'un malus, il faut le voir comme le jeu qui va, comme dans un jeu vidéo, vous passez au niveau 1, puis au niveau 3, puis au niveau 4, donc le jeu est tout de suite un peu plus dur, et quand vous perdez, par contre, le jeu est généreux, il vous donne un bonus qui est comme souvent assez conséquent. Les bonus sont d'ailleurs beaucoup plus gratifiants que les malus. Et finalement, le problème de ce jeu, c'est qu'au bout de quelques parties, quand vous avez compris le concept, quand vous avez compris comment gagner, eh bien, vous allez faire toujours la même stratégie et vous allez gagner. Ce qui fait que moi, j'ai perdu mes 3 premières et que j'ai enchaîné 7 défaites. Ce qui fait que sur les dernières parties, j'étais un petit peu saoulé, j'avais plus trop envie de jouer et c'est pour ça que je suis étonné qu'il soit en 10e position. Mais finalement, eh bien, rares sont les jeux auxquels j'ai réussi à faire 10 parties en un week-end. Souvent, j'en fais 3-4 et puis je rejoue peut-être une semaine après. Là, j'ai réussi à faire 10 parties d'affilée. Une partie, c'est 30 à 40 minutes, c'est assez rapide. Mais il n'y a pas tant de jeux qui vont me cacher, m'attraper et qui vont faire que je vais jouer autant. Le jeu est très plaisant, le matériel est quali, les cartes sont de bonne qualité. Vous pouvez ranger tout facilement dans la boîte. Il s'installe en 5 minutes. Et c'est vrai que même si sur le long terme, une fois que vous aurez fini une campagne, peut-être que vous n'y reviendrez plus, toujours est-il que vous allez passer une dizaine de parties franchement très sympathiques sur un jeu qui est finalement pas si cher que ça. Le 9e jeu de la vidéo, c'est Applejack, le dernier jeu de Uwe Rosenberg, édité par Happy Meeple Games et illustré par Lucas Sigmund. Ça, c'est clairement mon jeu du moment. J'y joue très souvent, que ce soit sur mon bureau ou sur BGA. C'est un jeu de pose de tuiles, un jeu où on va créer son verger, de pommes et on va essayer de placer des tuiles sur votre plateau qui auront 2 caractéristiques. La première, ce sont des pommes de différentes couleurs et vous allez essayer de faire des zones adjacentes de pommes de la même couleur parce que à chaque tour, vous allez avancer votre pion autour de votre verger et quand vous croisez une pomme sur le petit plateau, vous allez récolter toutes les pommes qui sont de cette couleur qui sont adjacentes. C'est-à-dire que vous avez 5 pommes adjacentes, vous allez récolter 5 moins le numéro de tour auquel vous êtes. Si vous êtes au tour 1, vous retirez 1. Si vous êtes au tour 2, vous retirez 2. Si vous êtes au tour 3, vous retirez 3. Et donc vous allez essayer de faire des zones de plus en plus conséquentes avec des pommes de plus en plus variées pour scorer. Ces points que vous récupérez, c'est également votre argent. Et ça, c'est excessivement malin. C'est qu'à la fois, quand vous allez récupérer, c'est que vous allez gagner des points, mais ces points, vous allez les réinvestir pour acheter des tuiles. Sur les tuiles, il y a des ruches. Sur ces ruches, il y a la valeur de la tuile. Si vous achetez une tuile avec écrit 10 sur ces 3 ruches, vous la payez 10. Et donc, quand vous allez la placer, si vous réussissez à connecter 2 ruches sur votre plateau, vous allez gagner la somme la plus faible des 2 ruches qui sont connectées. Donc, si vous prenez une tuile de ruche 10 et que vous la connectez à une ruche 3, finalement, vous perdez 7 pièces et donc 7 points de victoire au change. Donc, c'est pas ultra rentable. Par contre, si vous arrivez à faire une connexion avec plusieurs ruches à la fois, là, ça va être le jackpot. Donc, ça va être un jeu vraiment de prise de risque. On va devoir miser des points de victoire pour prendre des tuiles et réfléchir vraiment,
histoire que cette tuile soit vraiment rentable sur le long terme. Et ça, c'est vachement intéressant. Il y a une belle courbe de progression et c'est un jeu qui le rend vraiment très addictif, que ce soit en multijoueur ou en solo. En 8e position, on a Darwin's Journey, qui est lui aussi assez récent, puisqu'il est sorti début juillet. D'ailleurs, ce n'est plus le premier semestre 2023, mais bon, comme on tourne cette vidéo aux alentours du 15 août, eh bien, on peut se permettre d'inclure le mois de juillet. Darwin's Journey, c'est un jeu expert, le dernier jeu de Simone Luciani et de Nestor Mangone, illustré par Paolo Voto et édité par Thunderglyphs Games. C'est un jeu où on va suivre l'équipage de Charles Darwin. On ne sera pas dans le Beagle, on sera derrière et on va essayer de suivre notre aîné, de faire aussi des recherches scientifiques, des recherches sur la végétation, sur les animaux, etc. Et ça va être un jeu de pose d'ouvriers, mais ce qui fait tout le sel du jeu, c'est que vous allez avoir des ouvriers au départ totalement lambda. Ces ouvriers, ils sont tous à peu près identiques, vous en avez 4, et vous allez les placer sur une des actions du plateau. Par contre, sur ce plateau, vous allez avoir des actions de plus en plus importantes et si vous voulez placer vos ouvriers dessus, il va falloir les spécialiser, voire les surspécialiser. C'est-à-dire que vous pouvez aller à l'académie, récupérer des diplômes qui vont vous donner, du coup, qui vont améliorer votre personnage. Au départ, vous commencez avec peut-être un cachet rouge, donc vous ne pourrez faire que les actions rouges, mais libre à vous, sur vos 5 emplacements disponibles de cet ouvrier, finalement de l'ultra spécialisé, lui donner que des cachets rouges, lui donner 2 rouges, 2 jaunes, etc. Et ce qui est important, c'est que quand vous atteignez le 3e et le 5e cachet, votre personnage, votre ouvrier va débloquer des récompenses supplémentaires quand il fera des actions, ce qui fait qu'il sera encore plus prolifique. C'est pas un jeu comme certains autres Simone Luciani où il va y avoir des combos en pagaille. Là, il y en a assez peu, c'est assez contenu, mais quand vous faites un combo, vous êtes vraiment ultra satisfait. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a vraiment plusieurs moyens de travailler. Vous allez pouvoir tout miser sur la commission, qui est une partie du plateau, il va y avoir de la majorité. Vous allez pouvoir miser ça sur l'exploration des îles Galapagos. Vous allez pouvoir miser vos points de victoire sur la navigation, ou encore vous allez pouvoir miser les choses plutôt sur l'avancée de la théorie, j'allais dire la théorie du complot, mais la théorie de l'évolution. C'est un jeu vraiment où vous allez pouvoir prendre plein de trajectoires différentes. Les règles sont fluides, c'est un jeu expert, vous avez 20 ou 30 pages de règles, je ne sais plus, mais une fois que vous avez fini une fois, vous avez tout compris, c'est ultra clair. L'automa, vous allez jouer contre Alfred, qui est un adversaire. Les règles pour lui sont extrêmement fluides, extrêmement claires. Alors j'ai fait quelques petites erreurs pendant ma partie qui est sur la chaîne, mais c'est pas très grave, mais ça reste quand même ultra compréhensible, le jeu est fluide. Par contre, il y a de la réflexion, c'est très casse-tête. Pour bien jouer, c'est compliqué. La gestion de l'argent est ultra tendue, ce qui fait que des fois, ça peut être un peu frustrant. Si vous avez un petit peu de mal dans votre partie, vous pouvez très bien passer totalement à côté, ce qui fait que le jeu n'est pas plus haut, c'est qu'il est vraiment quand même assez expert, mais parfaitement jouable et vraiment très satisfaisant. Quand j'en entends parler sur d'autres chaînes YouTube ou quand je vois ma boîte, j'ai clairement envie d'y jouer et ça, c'est un signe d'un très bon jeu. En 7e position, on va parler de Biotop. Biotop, qui est un jeu fait par Sébastien Castano, illustré par Alizé Favier, édité par Paladis Games, qui est un éditeur qui met la production locale en avant. C'est un jeu exclusivement fait en France, ce qui fait que le matériel, la boîte peut être par exemple un peu plus cheap, on voit qu'elle bombe déjà un petit peu et qui coûte du coup un peu plus cher que les jeux moyens, mais c'est fait local, c'est fait de manière écologique, ou en tout cas le plus possible, et donc ça c'est une démarche qui est sympa à mettre en avant, mais c'est pas pour ça qu'il est en 7e position, c'est parce que c'est un jeu qui est vraiment très sympathique. On va dire que c'est un mélange de Wingspan et de Small World. C'est un jeu où on va avoir un plateau central, un plateau où on va s'affronter. Alors quand on joue en solo, il y a déjà notre adversaire qui est mis en place, mais on va tour après tour récupérer des animaux, ces animaux qu'on va mettre dans un biome. Sur ces animaux, il va y avoir des actions en pagaille qu'on va réussir à enchaîner. Le but étant d'avoir toujours plus de ressources pour faire toujours plus d'actions par la suite. Donc il va vraiment y avoir une création de moteur qui va monter en puissance tout au cours de la partie. Et puis surtout, il y aura cette gestion sur le plateau. On va s'affronter, on va occuper le territoire, on va chasser notre adversaire pour essayer de faire une majorité, d'essayer de faire une zone la plus longue avec toute notre espèce qui va être réunie parce qu'on va former une horde d'un animal. Franchement, c'est un jeu qui associe plein de mécaniques différentes. C'est un jeu qui au premier abord peut ne pas ultra tenter, parce que quand on regarde l'arrière de la boîte, c'est comme assez terne, c'est pas ultra joli quand c'est vu de loin, mais les cartes en main sont assez jolies. On pourrait croire du coup que c'est juste un jeu de pose de tuiles, un jeu de pose de récupération de cartes,
Et que Nenni, c'est un jeu qui est comme beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. C'est très très facile de très mal jouer. Sur les premières parties, vous faites vraiment des scores pathétiques. Moi, j'ai encore un peu de mal à bien scorer, mais ça monte progressivement. Et finalement, c'est un jeu aussi où vous allez énormément réfléchir, vous allez essayer de bien réfléchir pour faire le bon coup. Donc c'est un jeu qui est vraiment initié, allez, on peut dire à la limite de l'expert, même si en fait les règles sont assez simples à mettre, à comprendre. Franchement, c'est un jeu très stimulant qui, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça. Alors ma vidéo sur la chaîne marche plutôt pas mal, mais j'entends assez peu de gens dire qu'ils ont joué à Biotop, j'entends assez peu de gens publier des vidéos sur YouTube sur Biotop, c'est pas facile à dire tout ça, mais franchement c'est un excellent jeu qui va vraiment vous faire creuser la tête et dans lequel vous allez essayer de faire un moteur ultra efficient. En 6e position, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si haut, mais c'est vrai que j'ai toujours envie d'y jouer. C'est un des rares jeux, c'est d'ailleurs le seul jeu de ce top 10 auquel j'ai fait jouer ma compagne et auquel j'ai fait jouer plusieurs fois ma compagne, elle m'a battu. Bon, c'est un jeu ultra simple, c'est Get On Board. C'est d'ailleurs le seul flip and write / roll and write du top. Je vérifie quand même, oui c'est le seul. C'est une deuxième mouture de Get On Board qui était déjà sortie il y a 2-3 ans où il y avait les villes de Londres et de New York. Là, il y a Paris et Rome. Forcément, comme on est chauvin, c'était l'occasion de l'acheter, mais c'est surtout la première mouture avec une version solo, et nous, c'est ce qui nous intéresse. Mais le jeu solo est quasiment le même que la version multijoueur, sauf que on va jouer tout seul, il n'y aura pas de second adversaire. C'est un jeu qui est ultra lisible, qui est ultra coloré, vous avez un gros plateau, et vous allez essayer de faire la ligne de bus de Paris et de Rome. En l'occurrence, si vous jouez en solo, vous allez jouer à Rome, qui est un plateau un peu plus contenu avec quelques petites facilités. Et puis vous avez une fiche avec plein de scoring différents en fonction de là où vous allez avancer. Et bien c'est simple, à chaque tour, à partir de vos lignes de métro, parce que votre ligne de métro à l'avance, vous ne pouvez pas faire demi-tour forcément, vous ne pouvez pas repartir du départ pour partir en arrière, à l'avance, vous allez prendre un petit bâtonnet et vous allez le placer sur une des trajectoires en fonction de la carte que vous allez tirer. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous jouez à multijoueur, vous n'avez pas les mêmes fiches. Donc si vous tirez le ticket 5, chez vous, le 5, ça sera peut-être de mettre 2 bâtonnets à angle droit, mais peut-être que chez votre adversaire, ça sera 2 bâtonnets en ligne droite. Et vous allez vous placer sur le plateau. On pourrait se dire que pourquoi il y a un plateau et non pas, alors que c'est un flip and write, pourquoi on n'écrit pas directement sur sa petite feuille? Eh bien, parce qu'il va y avoir un petit peu d'interaction. À chaque fois que vous mettez un bâtonnet, vous allez arriver sur une case. Cette case, ça va être peut-être un théâtre, ça va être un cinéma, ça va être un restaurant, ça va être des amoureux, ça va être une vieille, ça va être un adolescent, une étudiante. Dès que vous rencontrez une de ces cases, vous la cochez sur votre feuille et ça va vous apporter différents scorings. Les mamies, au plus vous les cochez, au plus vous avez de points. Les étudiantes, il va y avoir un multiplicateur. En fin de partie, vous additionnez votre nombre d'étudiantes par le nombre de cinémas. Les amoureux que vous allez rencontrer, ils vont aller au restaurant. Donc, plus vous allez emmener d'un coup des amoureux dans un restaurant, plus ça vous rapportera de points. Donc il y a plein de petits scorings différents. Et l'autre scoring, c'est qu'il va y avoir une notion de correspondance. C'est-à-dire que si vous vous mettez sur une zone où il y a déjà le bâtonnet d'un de vos adversaires, eh bien vous allez gagner un point parce que la zone que vous allez desservir sera encore mieux desservie. Donc on va peut-être essayer d'aller là où ça nous intéresse pour faire les scorings qui nous intéressent, sachant qu'on a tous un petit objectif de départ qui nous demande de faire un circuit un peu particulier, d'aller rejoindre des points clés du plateau, mais on va peut-être essayer d'aller un peu chercher notre adversaire pour récupérer un petit peu ses correspondances et du coup nous scorer encore plus. Donc c'est un jeu ultra simple, ultra clair, ultra coloré, avec un scoring assez plaisant, plusieurs moyens de scorer, on ne va jamais faire exactement la même chose, mais ça marche très très bien, c'est très rapide, le mode solo marche superbement bien. C'est un jeu que j'ai énormément de plaisir à jouer et probablement du coup mon flip and write préféré de l'année, d'ailleurs c'est sûr parce que c'est le seul du top. Voilà, on arrive dans le top 5, les jeux qui m'ont le plus marqué, les jeux auxquels j'ai le plus envie de rejouer en ce moment et du coup maintenant depuis quelques mois parce que ces 5 jeux là ce ne sont pas les jeux les plus récents. Dans les 5 derniers ce sont plutôt des jeux récents, ceux-là sont plus vieux, c'est assez normal. Plus on va jouer à un jeu, plus finalement il va s'installer dans notre top ou au contraire il va sortir parce qu'on se rend compte que c'est pas pour nous. Les 5 qui restent sont les 5 plus vieux. En 5e position, Les Royaumes Sauvages, édité par Lucky Dog Games, un jeu de Steven Aramini et illustré par Cathy Grierson. C'est un jeu de majorité où on va pouvoir jouer en solo. Et ça, quand même, c'est pas ultra fréquent, il n'y en a pas 15 000. C'est un jeu qui est en plus plutôt coloré, on va aider des factions animales à contrôler les 5 royaumes. Et donc ça va être des cartes avec des animaux ultra jolis. On voit l'illustration de la boîte, c'est franchement très sympa. Et donc, vous allez avoir 5 zones sur votre plateau. Ces 5 zones, vous allez essayer de mettre vos pions. Et à la fin de chaque tour, celui qui aura la majorité, celui qui aura le plus de points sur une zone,
marquera un scoring tiré aléatoirement en début de partie. Et vous allez faire ça pendant 3 tours, et donc à la fin des 3 manches, celui qui aura le plus de points, eh bien, gagnera. Mais comment on place un de nos personnages, un de nos cubes sur ces zones? Eh bien, vous allez jouer des cartes, vous allez tirer des cartes aléatoirement, numérotées de 1, je ne sais plus combien, à 6, je crois, voire peut-être même 7, enfin bref, peu importe, ou 9, j'en sais rien, je ne me rappelle plus, mais vous allez avoir ces cartes en main, et vous allez tirer pour chaque zone, en début de manche, un décret. Sur un décret, il y aura écrit peut-être mettre que des cartes paires. Il y aura peut-être écrit mettre que des cartes de la même valeur qu'une des cartes du territoire du royaume adjacent. Ou au contraire, mettre des cartes de plus en plus grandes, en allant de 1 jusqu'à 10, 10, 9, 9, je sais plus, non, c'est peut-être 10 le maximum, peu importe. Du coup, ces décrets sont toujours ultra simples, c'est ultra compréhensible, tout le monde peut jouer, mais ça fait que vraiment, on va jouer chaque partie de manière différente, parce qu'il y a quand même beaucoup de décrets. Les décrets, vous allez en tirer que 15 par partie, il y en a 30, donc ce qui veut dire que vous n'aurez vu que la moitié des décrets au cours d'une partie, et qui ne seront pas tous agencés dans le même ordre, ni les uns par rapport aux autres, ni dans les mêmes manches, donc ça fait qu'il y a une très très bonne rejouabilité. Et ce qui est cool, c'est qu'à la fin d'une manche, quand on compte la majorité, s'il y a une égalité, là on va faire une bataille, une simple bataille, hein, avec une carte. Le 1 bat le 2 bat le 1, le 3 bat le 2, et le 1 bat la valeur la plus forte. Ça fait vraiment un cercle. Sauf que vous n'allez pas repiocher des cartes, ce sont les cartes que vous allez garder en main jusqu'à la fin de la manche que vous allez jouer pour faire votre bataille. Donc à vous de bien gérer vos cartes et de garder quand même quelques petites cartouches en cas de bataille. On pourrait se dire qu'une bataille c'est un peu con, mais ça rend le jeu vraiment très fun, c'est un jeu vraiment excellent. En solo, ça marche plutôt bien sûr qu'un jeu de majorité est plus rigolo à plusieurs, mais en solo, franchement, eh bien, c'est franchement compétitif. J'aime beaucoup ce jeu, un bon coup de cœur. Lui aussi, dont on parle quand même assez peu, alors qu'il est très accessible, très sympa et franchement pas cher. Là, on va passer sur des jeux quand même un poil plus chers, notamment celui-ci qui est un beau bébé parce que sorti d'un Kickstarter, même si sorti tel quel en boutique, c'est Distilled, stratégie sans modération, un jeu de Matago, 14 ans et plus. Alors un jeu qui a fait ce beau bébé, c'est Dave Beck et illustré par Eric Evensen, et en fait on va gérer une distillerie. On a notre grand-père qui est mort et on va hériter d'une distillerie qui est un petit peu chancelante mais qui fonctionne quand même. On va tirer du coup aléatoirement en début de partie un professionnel de la distillation qui aura un petit pouvoir spécial, qui aura du coup aussi une recette spéciale, et ça il y en a un paquet, je crois qu'il y en a une trentaine de différents, et ça va être un jeu ultra accessible, c'est à partir de 14 ans et plus, mais les règles sont très très claires, où vous allez faire votre alcool. Vous allez avoir différents objectifs, ces objectifs vont vous demander de faire différents alcools qui vont être tous de plus en plus compliqués à réaliser, mais qui vont aussi vous rapporter plus de points. Et ce que j'adore dans ce jeu, c'est la mécanique de distillation, qui est vraiment très thématique. On nous apprend que quand on fait un spiritueux, eh bien on va retirer la tête qui est, je crois, trop alcoolisée, trop forte, et on va retirer aussi la queue, c'est la fin, ce qui reste dans la bouteille, qui est plutôt toxique. Et donc, quand vous faites votre distillation, si vous voulez faire de la vodka, vous savez qu'il faut tel ou tel ingrédient, vous allez les mettre dans votre distillateur. À chaque fois que vous mettez de l'eau, parce qu'il va falloir de l'eau souvent dans vos recettes, eh bien vous allez rajouter de l'alcool, ce qui fait que votre paquet de cartes va être de plus en plus important, et vous mélangez les cartes et vous retirez la première et la dernière du paquet, et ce qui reste, ça fait votre alcool. Donc peut-être que si dans votre alcool, il vous fallait une carte, une saveur particulière, eh bien peut-être que cette saveur, eh bien, vous l'avez défaussée dans la queue ou dans la tête. Donc à vous de voir si vous allez rajouter des cartes en plus pour maximiser vos chances que cette carte spéciale ne soit pas sucrée, ne soit pas retirée, ou au contraire, si vous êtes un petit peu pressé par le temps et que tant pis, vous prenez le risque finalement d'avoir un alcool de plus faible qualité. Parce que vous ferez toujours un alcool, peut-être que ce sera un alcool un peu pourri, mais vous ferez toujours un alcool quand même, vous ne perdrez jamais totalement votre action. Et ça, je trouve ça toujours ultra satisfaisant de mélanger, de voir ce qu'on va retirer, voir, alors souvent vous allez quand même réussir à faire votre alcool quand même, parce que vous allez mettre un peu plus de choses, mais des fois ça va être une carte qui va apporter un peu plus de points. Ce qui est cool aussi, c'est que les alcools les plus prestigieux, il va falloir les mettre en cave pour les faire fructifier, pour les faire reposer. Je ne connais plus le terme technique. Et donc à chaque tour, vous allez piocher une carte saveur que vous allez mettre dans cet alcool qui est en maturation. Sauf que la carte saveur, eh bien, vous ne savez pas combien de points elle va vous rapporter. Et donc des fois, il y a des alcools qui vont vous rapporter beaucoup plus que d'autres. Et puis en plus, quand vous révélez votre alcool, quand vous le sortez de la cave, vous avez toujours le plaisir de voir la saveur. Si c'est un saveur de citron, un saveur de chaussette, une saveur de chaussette, etc. C'est toujours assez rigolo. Et puis il y a un mode solo où vous jouez tout seul, mais qui est ultra bien pensé. L'un des meilleurs modes solo que j'ai vu ces dernières années, c'est que vous allez tirer aléatoirement un arbre de défis. Un arbre de défis un peu à la Seven Wonders Duel, où vous ne connaissez pas à l'avance ces défis. Vous allez partir sur une des branches, et quand vous avez réalisé un de ces défis, eh bien vous pouvez passer au niveau suivant et
révéler ceux qui sont connectés à l'objectif réalisé. Et à la fin de la partie, qui se déroule en un nombre de tours déterminé, vous devez avoir réussi à faire un objectif de chaque ligne et avoir un scoring minimal obligatoire, ce qui fait que chaque partie va être différente, vous allez partir dans des directions différentes parce que vous allez essayer de valider ces objectifs à tout prix, ce qui fait qu'il y a énormément de rejouabilité car vous allez pouvoir avoir des distilleurs différents et cet arbre d'objectifs différents. Vraiment un jeu excellent. Je me suis procuré la semaine dernière l'extension qui va rajouter des alcools et des distillers plutôt de l'Asie, du Moyen-Orient je crois et de l'Afrique. J'ai pas encore essayé mais il me tarde. En plus le matos est dingue, on est vraiment sur quelque chose de prestigieux comme le sont les entreprises spiritueuses. Vraiment un gros coup de cœur et franchement très accessible. Là aussi un gros coup de cœur normal, on est en 3e position, La Guilde des Expéditions Marchandes, un jeu de Matthew Dunstan édité par Roy Games et c'est illustré par Breggy Gilberts. En tout cas j'imagine que c'est lui qui a illustré et que c'est pas un co-auteur, je n'en sais rien. C'est un jeu, pareil on en parle assez peu, ma vidéo a fait peu de bruit en début d'année, j'ai l'impression qu'il est un petit peu mort alors que c'est un jeu excellent. C'est une sorte, encore une fois, de flip and write, sauf que là, il n'y a vraiment aucune fiche, aucun crayon. On va être uniquement sur notre petit plateau personnel. On va être une expédition marchande. On va essayer d'explorer cette carte, de rallier différents points. Et pour allier ces points, vous allez tirer des cartes. Sur la carte que vous allez tirer, ça vous dit de faire 3 explorations sur la Terre. Et bien à partir d'une de vos villes que vous avez validées, vous allez mettre des petits cubes en file indienne sur 3 cases vertes. Et puis vous allez tirer celle d'après, faire 4 cases en ligne droite sur la mer. Et donc vous allez essayer de faire pareil, une autre prolongation à partir de vos cubes que vous avez déjà mis en place pour traverser de 4 sur la mer. Et pour ça, vous avez des objectifs qui sont posés. Ces objectifs, vous devez réussir à les valider en solo pour gagner la partie. Et si c'était que ça, vous allez vous dire que le jeu est ultra simple, vous vous contentez simplement de subir le hasard de la pioche. Mais ce qui est vachement cool, c'est que à chaque manche, vous allez tirer un pouvoir spécial parmi 3 cartes que vous allez tirer, 3 cartes, oui je crois, et ces pouvoirs spéciaux sont vraiment tous ultra pétés, ils vont tous vous permettre de faire des choses assez incroyables. Et ce qui est bien, c'est que le pouvoir de la manche 1, à la manche 2, vous aurez toujours une fois par tour ce pouvoir, plus un nouveau pouvoir. Donc tour après tour, ça va être toujours de plus en plus exponentiel. Vous allez vraiment pouvoir essayer de faire votre stratégie pour aller rallier tous les objectifs que vous souhaitez. Il faut vraiment prévoir le chemin, on ne peut pas partir totalement à l'imprévu parce que si vous voulez faire les objectifs obligatoires, il faut vraiment préparer son chemin, il faut prévoir sa direction et partir. Et puis forcément, à chaque tour, vous allez retirer les cubes que vous allez placer, sauf que vous aurez l'occasion de vous poser, si vous arrivez à rejoindre une ville, vous posez un campement, une tente, une maison, et ça va être un nouveau point de départ potentiel pour vos prochaines expéditions. Et donc on a vraiment cette sensation d'expédition, de découverte, on a un peu l'impression d'être Christophe Colomb à découvrir des cartes, à découvrir des merveilles, à découvrir des zones. Les pouvoirs sont ultra pétés, il y a aussi 8 cartes recto verso, ce qui veut dire qu'à chaque verso, à chaque recto, c'est une répartition différente. Il y a quelques cartes avec des règles spéciales et puis il y a une petite extension qui rajoute elle aussi 2 cartes. Ce qui fait que vous avez une rejouabilité folle parce qu'il y a vraiment des plateaux qui vont tout changer, que ce soit la répartition des points de départ, de la mer, des montagnes et ces règles particulières avec des fois des cristaux, etc. C'est un jeu ultra complet, ultra addictif. On pourrait se dire que ça pourrait être un simple flip and write, mais là vraiment, mettre ces petits cubes les uns après les autres, on a vraiment l'impression d'être le commandant de la flotte d'un navire dans la cale, sur la carte, à mettre ces petits bonhommes. On se sent vraiment dans le personnage et c'est vraiment ultra addictif. Un jeu très simple, une partie c'est une demi-heure, les règles sont compréhensibles à la première lecture, c'est très bref, mais c'est un jeu vraiment excellent. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo et je vous conseille de l'acheter si ce n'est pas déjà fait. Deuxième position, Revive, lui aussi édité Madago, lui aussi un jeu expert à partir de 14 ans et plus un jeu de Christian A. Osby, Elge Meissner, Anna Vermlund, Elise Venson et illustré par Germund Borgt. Bonne, c'est probablement une très mauvaise prononciation, mais c'est pas bien grave. C'est un jeu expert qui est sorti fin avril, c'est un jeu expert qui se joue en solo et c'est un jeu qui va être dans un univers post-apocalyptique où il y a eu vraiment des tempêtes, etc. C'est un monde qui est glacier, mais on est passé, ça fait maintenant des dizaines et des dizaines d'années, voire des centaines d'années que c'est passé, et la nature va commencer à reprendre ses droits sur cette planète. On voit que les premières fleurs commencent à éclore, il commence à y avoir des petits papillons, etc. Et du coup, on va sortir des sous-sols et on va commencer à essayer de réimplanter, de se réinstaller sur cette terre, de récupérer des villes. Et donc, vous allez avoir une répartition aléatoire de tuiles face cachée. Vous ne savez pas ce qui va être dans cette planète que vous allez essayer d'explorer. Vous allez incarner une tribu parmi plein
qui va du coup avoir des compétences bien particulières et un arbre de technologie bien particulier. Chaque tribu a en plus un côté recto et un côté verso un peu plus expert, mais qui rajoute encore une asymétrie assez importante. Et vous allez explorer ces tuiles pour essayer de marquer des objectifs, pour surtout améliorer votre propre plateau, non pas de compétences liées à votre tribu, mais de technologie. Il y a vraiment un gros effet combo. Et ce qui est ultra sympa, c'est que vous allez jouer des cartes. Ces cartes, il va y avoir des ressources au-dessus, en dessous, et en fonction de l'encart dans lequel vous le mettez sur votre plateau, eh bien vous allez pouvoir avoir les bonus supérieurs ou les bonus inférieurs. Ces bonus récoltés, vous allez pouvoir les maximiser en améliorant encore d'une troisième façon votre plateau. Vous avez énormément de choses à faire et c'est ultra sympa. Dans une partie multijoueur, la partie se termine, je crois, quand on a exploré une certaine quantité de la partie. Je crois qu'on a installé des maisons dans des villes totalement à l'écart. Je ne sais plus, je n'ai jamais joué en multijoueur, mais la partie peut être plus ou moins longue. En solo, c'est très particulier. Vous avez 20 tours, ou en tout cas 20 unités de temps pour terminer votre partie et poser une carte dans votre plateau, c'est un tour. Et donc, on va dire que c'est ultra rapide, vous avez juste 20 cartes maximum. Et sauf que quand vous n'avez plus de place dans votre plateau pour jouer des cartes, ce qui va être assez rapide quand même, au départ, toutes les 4 cartes, vous allez être obligé de vous reposer. Et reposer, ça vous prend 2 unités de temps. Donc vous allez vite comprendre que votre partie va être ultra brève, ultra courte, vous aurez quand même assez peu d'actions. Sauf que vous avez plein d'actions gratuites et vous avez surtout plein d'actions en bonus. Donc au départ, vos tours vont être ultra rapides, vous allez passer la moitié de la partie, la moitié des unités de temps en quelques tours sans avoir fait grand chose. Et à la fin, vos derniers tours de jeu, vous allez les enchaîner. Ça va être des gros combos, vous allez vraiment réussir à vous répandre, à améliorer votre plateau qui va vous débloquer un point qui va vous permettre de vous améliorer sur ce plateau-là, qui va vous permettre de vous améliorer en dessous de... Il y a vraiment ce côté jouissif, d'avoir l'impression de galérer au départ et puis tout d'un coup, pam, d'avoir vraiment cette expansion de votre civilisation. C'est vraiment ultra jouissif. Il y a une bonne rejouabilité avec tous ces tribus différents, avec ces tuiles réparties de manière différente. Il y a une petite campagne légèrement scénarisée qui vise à vous rapporter de plus en plus de contenu. Donc clairement, votre première partie sans la campagne, eh bien, ça ne sera pas tout le gameplay du jeu. Vous allez débloquer des petites choses particulières que vous allez débloquer petit à petit avec des petites enveloppes que vous allez ouvrir. Ça, c'est toujours ultra plaisant. Mais vraiment, un jeu, on prend plaisir à venir. C'est ultra satisfaisant, c'est complexe sans trop l'être, on va beaucoup moins se casser la tête qu'un Darwin Journey, alors peut-être que je joue pas non plus extrêmement bien, mais on aura moins l'impression de patauger, alors que le timing de la partie est quand même assez court, on a une sorte de course contre la montre pour vraiment réussir à exploser. Franchement, un jeu que je vous conseille. Et juste avant de vous parler du premier de la vidéo, peut-être que vous l'avez déjà compris, peut-être que non, parce que finalement c'est un jeu qui est sorti maintenant au mois de février. Il y a un jeu qui aurait pu faire peut-être partie de ce top, parce que je pense qu'il sera sur pas mal de jeux, sur pas mal de tops qui seront sortis, mais je n'ai pas encore joué au jeu, c'est Hearth. Donc ne me dites pas en commentaire que c'est une hérésie que Hearth n'est pas dans ce top, je n'y ai pas encore joué, c'est pour bientôt, j'attendais le petit rectificata pour les cartes pour que le jeu solo soit complet. Donc, on y sera bientôt. Donc, est-ce qu'il sera dans mon top des jeux solo en fin d'année? Eh bien, on le verra par la suite. Un jeu qui a aussi failli se glisser dans le top, c'est Ibris Dishonored Cosmos. Il était à la 11e position, à égalité avec Legacy of You. Ils ont tous les deux récolté le même nombre de points de victoire, mais j'ai décidé finalement de mettre en avant Legacy of You, qui est vraiment plus consacré au solo, puisque c'est un jeu uniquement solo. Ibris est jouable en solo grâce à une extension, et puis surtout, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de jeux experts dans ce top finalement, et j'ai voulu varier les plaisirs, mettre des jeux un peu moins experts. Mais Ibris était aussi pas loin de se retrouver dans ce top. Le jeu qui est donc numéro 1 du top solo de ce premier semestre 2023. Si vous aviez vu mon top des jeux solo de tous les temps, entre guillemets, que j'ai fait en début d'année, eh bien c'est exactement le même jeu. Il s'agit de Dice Throne Adventures, un jeu que j'ai kickstarté, ce qui est assez rare. D'ailleurs, c'était pas Kickstarter, c'était GameFound, mais ça change pas grand chose. Il est toujours dans mon top numéro 1, c'est toujours un jeu excellent et je pense qu'il va y rester. Déjà, Dice Throne, c'est un jeu où on lance des dés, où on va faire des duels, où on va faire c'est du Yams, je crois, où on va essayer de lancer jusqu'à 3 fois pour faire la meilleure des combinaisons, pour se balancer des trucs dans la trogne. C'est un jeu, moi, que je trouve excellent, mais qui ne plaît pas à ma compagne, parce qu'elle n'aime pas trop les jeux d'affrontement. En plus, en fonction de certains personnages, elle a fait qu'une seule partie avec le moine. Forcément, le moine, c'est pas le plus facile à gérer. Ça va être un personnage assez lent, où il va plutôt y avoir des petits tics, des petits dots, etc. Bah forcément, elle n'avait pas accroché, et j'avais qu'une envie, c'est de pouvoir y jouer en solo.
Et bien grâce à ce mode Adventures, grâce à ce mode Dungeon Crawler, on va pouvoir enfin jouer en solo et c'est ultra addictif, c'est ultra complet. Vous avez des plateaux, des niveaux qui seront répartis aléatoirement, vous allez avancer votre personnage, vous allez affronter plein de petits adversaires assez faibles, mais qui auront une carte qui vont vous dire vous avez 3 lancers pour essayer de faire ça, cette combinaison, et à la fin, que vous l'ayez faite ou pas, eh bien vous voyez quel pouvoir ça va pouvoir lui activer. C'est ultra bien pensé, c'est ultra clair. Une fois que vous avez réussi votre niveau de donjon, le niveau d'après, ça sera un gros boss, ça sera les personnages qu'on connaît dans Dice Throne classique, mais en version déchue, des grosses versions maléfiques, super badass, super fortes, avec leur propre deck de combat. Après chaque victoire, vous allez pouvoir avoir des points de victoire, des points de récompense qui vont vous permettre de débloquer des nouvelles cartes pour améliorer votre deck et d'être encore plus puissant. On a du coup un jeu qui est jouable avec tous les personnages qui sont disponibles. Ceux de la première saison, ceux de la deuxième saison qui sont sortis en même temps, Santa et Krampus qui sortiront en fin d'année, les personnages de Marvel qui sortiront l'année prochaine. On peut tout jouer dans Dice Throne Adventures. Alors bien sûr, si vous jouez Spider-Man, là-dedans c'est beaucoup moins crédible, mais c'est parfaitement faisable. Et c'est du coup un de mes jeux préférés que je peux enfin jouer en solo. C'est certes une grosse boîte, c'est une extension parce qu'il faut forcément avoir des boîtes de héros à côté, mais c'est ultra satisfaisant, ultra sympa. Tous les héros sont ultra cool, ils ont tous une maniabilité bien différente. Le matériel est super, il y a tous des petits game trays pour ranger les cartes, les dés sont tous magnifiques. C'est un énorme jeu et en plus, même si ce n'est absolument pas ça qui le fait rentrer numéro 1. Les vidéos que j'ai sorties sur la chaîne en début d'année sont les vidéos qui m'ont fait décoller, qui ont fait que j'ai gagné un petit peu de visibilité. Donc non seulement j'adore ce jeu, mais en plus il m'a permis en tant que chaîne YouTube d'être un peu plus existante. Et donc doublement merci Dice Throne Adventures et Lucky Duck Games. Voilà, je n'ai plus de doigts parce que la boîte pèse un âne mort. C'est avec grand plaisir aussi que je le repose. Autant de plaisir de le poser que de le poser sur ma table. Voilà, c'est tout pour ce top 10 des jeux sortis ce premier semestre 2023 ou pas. N'hésitez pas à me dire, vous, votre top 10, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces jeux. N'hésitez pas à aller voir les vidéos présentes sur la chaîne. Je crois que tous ces jeux ont eu une vidéo dédiée. Non, Legacy of You n'a pas eu de vidéo, mais c'est bien le seul. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Les liens des vidéos seront dans la description. J'ai aussi un partenariat Ludum, donc n'hésitez pas, si un de ces jeux vous intéresse, eh bien il y a un petit lien affilié en description pour avoir le jeu au prix Ludum. Et moi, j'ai un petit pourcentage qui me permet de faire encore plus de vidéos par la suite. En tout cas, partagez votre top et partagez ce top autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!